Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Inherited Causes of Nephrotic Syndrome. C'est les causes héréditaires du syndrome néphrotique. C'est un cours tiré de Comprehensive Clinical Nephrology. Et bien pour commencer, la découverte des gènes codant les protéines de la fente de filtration glomérulaire a révolutionné la compréhension du syndrome néphrotique. Par exemple, on a les gènes MPHS1, code pour la néphrine, MPHS2, qui code pour la podocine, et PLCE1, qui code pour la phospholipide C1. Ces mutations sont associées à des formes stéroïdes résistantes. Et depuis 20 ans, le séquençage de nouvelles générations a permis d'identifier plus de 63 causes monogéniques de syndrome néphrotique. Et ces gènes affectent principalement les podocytes, les cellules essentielles au bon fonctionnement de la barrière de filtration glomérulaire. Les mutations altèrent les fonctions clés des podocytes et perte d'intégration du filtre glomérulaire. C'est la deuxième cause la plus fréquente de maladies rénales chroniques chez l'enfant, représentant 15% des CKD chez les moins de 25 ans et 10 à 30% des cas de syndrome néphrotique. Ce syndrome néphrotique peut résulter d'altérations génétiques dans les cas des causes monogéniques et des phénotypes secondaires comme les causes acquises. Chez l'enfant, les causes sont principalement monogéniques. Par contre, chez l'adulte, c'est très hétérogène. Les maladies héréditaires du podocyte sont autosomiques et récessives ou dominantes. On a beaucoup d'études multicentriques qui ont trouvé chez des familles qui ont trouvé un diagnostic génétique dans 29,5% des cas, avec une fréquence plus élevée chez les patients présentant une maladie avant 3 mois, de l'ordre de 69%. Et il y a aussi des études récentes de whole exome sequencing, avec un diagnostic génétique dans 25% des cas avant 25 ans. Les 4 principaux gènes responsables, MPHS1, PLCE1, MPHS2, SMARCAL1 et autres gènes fréquents INF2, TRPC6 et ACTN4. Évidemment, cet ordre n'est pas toujours valable chez tout le monde, tous les pays et toutes les études, mais généralement, c'est ça. Les gènes responsables du syndrome néphrotique codent pour des protéines structurales impliquées dans le complexe de fente diaphragmatique et aussi des voies de signalisation. Et on va en rajouter aussi les voies de signalisation et de l'énergie. Toutes les mutations connues concernent des gènes et des protéines impliquées dans la fente de filtration ou dans les voies fonctionnelles podocytaires. Ces protéines jouent un rôle clé dans l'intégration de la membrane basale glomérulaire et le passage des protéines et la retenue de l'albumine dans le sang. Les catégories fonctionnelles impliquées, c'est la signalisation RHO, RAC et CDC42 GPTase et la biosynthèse des coenzymes COX-10 et les métabolismes sphingosine 1-phosphate et PIP, le trafic cellulaire, la transcription, l'adhésion focale. L'identification de ces gènes a permis de comprendre que les mutations monogéniques expliquent une fraction du syndrome néphrotique, que ces mutations confèrent une prédisposition congénitale plutôt qu'une cause acquise, et certaines mutations sont rares, et parfois on a des formes familiales, surtout dans le cas de FSGS. La présentation clinique, on a des formes récessives. Généralement, ça survient précocement dans la petite enfance. Les formes dominantes qui, avec une apparition plus tardive, vers l'adolescence et l'âge adulte. Donc, on peut dire que c'est une pénétrance incomplète. Exemple, TRPC6 et INF
Je disais INF2. Exception faite pour la mutation WT1 qui peut se présenter 2 pics d'âge de survenue. Le premier pic avant 4 ans et deuxième pic autour de 18 ans. On a une variabilité phénotypique, donc les maladies dominantes montrent souvent une pénétrance incomplexe, donc l'expressivité de la maladie n'est pas complète et variable. Et on a des mécanismes qui peuvent expliquer ça. On a l'haploinsuffisance, le gain de fonction et les effets dominants négatifs. Passons au syndrome néphrotique cortico-résistant qui se définit par une résistance aux corticoïdes après 4 à 6 semaines. C'est très souvent d'étiologie génétique, surtout si le début est inférieur à 25 ans et dans le cas des formes familiales et en cas d'absence de rechute post-greffe. Ensuite, tout ce qui est physiopathe, on a les 5 compartiments podocytaires touchant la structure, l'énergie et les signalisations podocytaires, le diaphragme de fente, le cytosquelette d'actine, la membrane basale glomérulaire, le trafic intracellulaire et les osomales, les métabolismes mitochondrial. Je rajoute un 6e compartiment, c'est le niveau nucléaire. Passons au tableau des mutations. Il faut savoir que on va diviser les mutations selon l'âge de début. On a les mutations qui surviennent vers l'adolescence et l'âge adulte. Principalement, ce sont des mutations autosomiques dominantes. On a le gène ou bien la mutation INF2 qui est responsable de maladies de Charcot-Marie-Tooth, c'est syndrome néphrotique plus anomalie neurologique. Le gène WT1 avec un début biphasique, il y a un risque de tumeur de Wilms, de gonadoblaston dans ce type de mutation. ACTN4, dépistage familial 6 dents rénales envisagées. TRPC6, c'est des formes de FSGS familiale, début possible jusqu'à la 5e décennie. MYH9, dépistage familial recommandé. PAX2, début variable. Et un ANLN avec un dépistage familial recommandé. Maintenant, si on s'intéresse au début nourrissant vers petite enfance, si on veut regarder le tableau complet, c'est des mutations pour, en général, autosomiques, récessives, à part, comme vous le voyez bien sur le tableau, à part la mutation LMX1B, et aussi cette dernière, TRIM8. Prenons la première mutation MPHS1, responsable de syndrome néphrotique congénital avec une protéine massive et risque d'insuffisance rénale inférieur à 3 ans, avant l'âge de 3 ans. MPHS2, début variable selon la mutation moins sévère que MPHS1. PLCE1, pénétrance incomplète. LAM-B2, anomalie oculaire responsable de syndrome de Pearson. SMARCAL1, anomalie squelettique plus insuffisance rénale. LMX1B, transmission autosomique dominante comme je vous ai dit, c'est des syndromes néphrotiques type syndrome de
Neil Patella, le gène de ARGDA, responsable de syndrome néphrotique avec réponse possible à éplérénone. CDK20, réponse possible aux stéroïdes. COQ2, 6, 8, ADCK4, PDSS2, déficit en COQ10, réponse à supplémentation. QB1, responsable d'une protéinurie isolée avec une réponse à la vitamine B12. DGKE, syndrome néphrotique résistant ou SHU précoce. DLC1, réponse possible aux stéroïdes comme EMP2. Et on a aussi le gène de FAT1, responsable de forme syndromique, ETS1N1, ETSN2, et également MAGI2 et TNS2, c'est des syndromes néphrotiques qui peuvent être possiblement sensibles aux stéroïdes. Finalement, on a le TRIM8, autosomique dominante, mutation de nouveau avec tableau de syndrome néphrotique épilepsie associée. Si on passe au regroupement syndromique, il faut savoir que ce groupe regroupe des maladies génétiques où l'atteinte rénale s'accompagne de manifestations extra-rénales. Commençons par les syndromes avec atteinte neurologique et systémique sévère. On a le syndrome de AMRF, c'est Action Myoclonus Renal Failure, Action Myoclonus Renal Failure, gène SCARB2, transmission autosomique récessive, on a les formes rénales FSGS, dépôt immunologique, C1Q, EGM, C3, début vers l'adolescence et l'âge adulte, les manifestations extrarénales, une épilepsie myoclonique progressive, la prise en charge est strictement symptomatique, il a un mauvais pronostic avec décès dans la 3e décennie. À retenir, une association typique épilepsie FSGS, pensez au gène AMRF. Syndrome de Gallowe-Mouet, c'est des gènes de complexe COPS, WDR73, OSGEP, TP53RK, c'est maladie récessive, atteinte rénale, syndrome néphrotique précoce, surtout chez le nourrisson, évolution rapide vers l'insuffisance rénale. En extra-rénal, on a une microcéphalie, une anomalie cérébrale, retard psychomoteur et dysmorphie. Le pronostic est très sévère avec un décès avant 6 ans. Donc, tout syndrome néphrotique chez un nourrisson plus atteinte neurologique majeure, il faut penser au syndrome de Gallowe. Ensuite, on a le chimque immuno-osseux. Ce syndrome, le gène responsable est le SMARCAL1, transmission récessive. On a au niveau rénal syndrome néphrotique, FSGS et risque de end-stage kidney disease. Atteinte extra-rénale, c'est un déficit immunitaire T, retard de croissance, dysplasie osseuse avec AVC. La particularité que la greffe est compliquée et le pronostic est mauvais avec un décès précoce. Le profil, c'est un enfant petit, immunodéprimé avec une néphropathie. Le syndrome de Splice avec le gène responsable SGPL1, transmission récessive, syndrome néphrotique et FSGS entre 1 et 4 ans, avec une insuffisance rénalienne, immunodéficience, neuropathie, ichthyose et surdité. Le traitement est multidisciplinaire avec la vitamine B6. Le pronostic est variable mais sévère, donc pensez à ce syndrome en cas de syndrome néphrotique, une atteinte endocrinienne et immunologique. En passant au syndrome avec anomalie du développement et les tumeurs.
le syndrome de Dennis-Drash. Le gène responsable est le gène WT1 de transmission autosomique dominante. Atteinte rénale se manifeste par une sclérose méningiale diffuse, HTA sévère, et end-stage kidney disease très précoce, inférieure à 3 ans. Atteinte extra-rénale pseudo-hermaphrodisme masculin avec un risque élevé de tumeur de Wilms. Donc là, pseudo-hermaphrodisme masculin. La prise en charge, c'est une néphrectomie bilatérale préventive. Et le pronostic est variable et dépend du cancer. Donc, c'est une urgence oncologique et rénale. Ensuite, on a le syndrome de Frazier. Le gène responsable est toujours le WT1. Transmission autosomique dominante, atteinte rénale FSGS lentement progressive, résistante aux stéroïdes. Extra-rénale, on a une dysgénésie gonadique aménorrhée chez la femme avec un phénotype XY et risque de gonadoblastome. La prise en charge, c'est une gonadectomie préventive. Le pronostic end-stage kidney disease vers adolescence et adulte. La différence clé avec Dennis-Drash, évolution plus lente, plus moins que Wilms. Ensuite, on a le syndrome avec atteinte sensorielle périphérique, le CMTD IE Charcot-Marie-Tooth-R1, le gène responsable INF2 de transmission dominante, atteinte rénale type syndrome néphrotique FSGS débutant vers l'adolescence, atteinte extra-rénale, c'est une neuropathie périphérique, surdité, anomalie squelettique. Le pronostic insuffisance rénale vers 20 ans, c'est quand même sévère. L'association clé, c'est une neuropathie périphérique et FSGS. Ensuite, on a le syndrome de Pearson, c'est le gène LAMB2, transmission autosomique récessive. On a un syndrome néphrotique congénital avec une sclérose méningiale diffuse, évolution vers le end-stage kidney disease. Et en extra-rénal, on a une microchoria, c'est des pupilles qui sont de petites et fixes. Le pronostic est très mauvais de première année de vie et très spécifique. On a le syndrome néphrotique congénital et microchoria. On a ensuite les syndromes avec anomalie ostéo-articulaire, Nail Patella. Le gène responsable, c'est LMX1B de transmission autosomique dominante. C'est un syndrome néphrotique de l'enfance, expression variable. En extra-rénal, on a une dysplasie des angles, absence hypoplasie des rotules, dysplasie osseuse et glaucome. Le pronostic est variable et souvent modéré. Les mots-clés, c'est regarder les ongles et les rotules. Alors, petite synthèse rapide. Syndrome néphrotique épilepsie, pensée à MRF. Syndrome néphrotique nourrisson, microcéphalie, Galloway-Mowat. Syndrome néphrotique ambiguïté sexuelle plus tumeur de Wilms, Dennis-Drash. Syndrome néphrotique dysgénésie gonadique lente, Frazier. Syndrome néphrotique neuropathie, INF2. Syndrome néphrotique congénital, microchoria, maladie de Pearson. Et syndrome néphrotique anomalie osseuse, Nail Patella. Syndrome néphrotique immunodéficience, Schimke et Spliss. Maintenant, passons aux corrélations âge-gène, ultra utiles en pratique. De 0 à 3 mois, MPHS1, LAMB2. En enfance, MPHS2, WT1 et LAMB2. Adolescents et adultes, ACTN4, INF2, TRPC6. Toujours penser au COC10, c'est adolescent. Car possibilité de supplémentation. On a les implications thérapeutiques à connaître. En général,
Les corticoïdes sont inefficaces ces mutations monogéniques. Donc ça sert à rien de donner les corticoïdes. Ensuite, tout ce qui est spécifique, comme je vous ai dit, les mutations COC10, 2, 6, ADCK4, PDSS2, c'est des mutations susceptibles à une supplémentation par COC10. Ensuite, on a le diurétique hyperinone qui est efficace en cas de mutation de gène ARGDA. La supplémentation en vitamine B12 s'avère nécessaire et bénéfique en cas de mutation de gène cubaine. Ensuite, les anticalcinurines, parfois ils ont été testés chez les patients ayant une mutation TRPC6. Pour la transplantation, la récidive est rare. C'est cause génétique, c'est déjà une bonne nouvelle. Exception pour les mécanismes non génétiques. Ça, c'est déjà connu. La question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on fait un test génétique? En pratique, on fait un test génétique, ça dépend de l'âge de début. On a une forte probabilité de mutation monogénique chez début avant 25 ans. On recommande un test génétique chez tous les patients avec FSGS, une protéinurie persistante débutant avant 25 ans. Ça, c'est de 1. Et dans les FSGS de l'adulte, donc plus de 25 ans, on va tester si antécédents familiaux positifs et si suspicion de syndrome, minimum syndrome néphrotique. Donc, c'est des phénocopies, par exemple, mutation des gènes du collagène 4. Ensuite, on a aussi, dans le cas où on a des données récentes, par exemple, un rendement diagnostique jusqu'à 17% dans les néphropathies d'origine inconnue chez l'adulte, ça justifie un test. Donc, pour résumer, je dirais les néphropathies indéterminées. Ensuite, on a les populations d'ascendance africaine avec FSGS. On va tester à la recherche d'un polymorphisme apollin, quel que soit l'âge. Parce que ça touche les enfants, ça touche l'adulte, comme ça peut toucher l'adulte. Les risques associés sont plus 10. En cas de FSGS associé, plus 7 en cas de néphropathie hypertensive. Donc, vous voyez que ça mérite un test quand même. Donc, premièrement, on fait un test, ça dépend de l'âge de début et aussi la consanguinité. Donc, parce que ça augmente la probabilité de mutation récessive causale. Et ensuite, on a les antécédents familiaux. C'est la distinction clé entre syndrome néphrotique récessif et dominant. Les formes récessives, on a les antécédents souvent négatifs. Les parents sont porteurs hétérozygotes sains. Et pas de maladie dans la lignée familiale visible. Pour les formes dominantes, souvent c'est un parent qui est atteint et la transmission sur plusieurs générations, exception faite pour les pénétrances incomplètes et mutations de nouveau. Implications cliniques importantes, le don de rein apparenté, il faut tester, nécessité d'exclure la mutation chez le donneur, car possible portage asymptomatique, car comme je vous ai dit, la pénétrance est incomplète. À noter que le don par porteur hétérozygote d'une mutation récessive essentiellement sans risque. On peut aussi faire les tests en cas de présence de signes syndromiques, surtout extra-rénal, orientant vers un gène spécifique, Et ça augmente la probabilité d'étiologie monogénique. Et si on veut parler un petit peu en détail pour l'histoire naturelle et les implications thérapeutiques, je dirais que la réponse aux corticoïdes, donc le syndrome néphrotique de l'enfant supérieur à 1 an, on peut faire un essai initial de corticoïdes, c'est échec inhibiteur de calcinurine, MMF, Retux, en cas de mutation monogénique
La majorité sont non répondeurs aux stéroïdes, donc il faut éviter tout traitement inutile et toxique. Exception faite parce que, comme je vous ai dit, quand on a fait les tableaux, qu'il y a des mutations et des gènes qui peuvent avoir une possibilité d'une réponse partielle ou complète aux corticoïdes. Donc, on a par exemple, surtout les récessifs, le EMP2, TNS2, DLS1, CDK20 et TSN1 et TSN2. Ensuite, on a les patients qui répondent à la supplémentation COQ10 qui indiquent ces mutations COQ2, COQ6, ADC4, PDSS2. Les réponses aux vitamines, on a la vitamine B12, c'est la mutation du gène cubiline. Et la vitamine B6 dans la mutation de sphingosine 1-phosphate lyase 1. La réponse à d'autres traitements, on a l'ARC-DA, possible réponse à iplérinone, TRPC6, potentiellement sensible aux inhibiteurs calcinurines, mais par contre les données sont limitées et il n'y a pas d'études systématiques. Les autres considérations. Les maladies syndromiques rares nécessitent une prise en charge des atteintes extra-rénales, exemple mutation du gène WT1, les mutations splice site intrant 9 et altération du ratio isoforme WT1, KTS positif, KTS négatif. C'est des conséquences cliniques et risques de gonadoblastome selon le karyotype. Si vous voulez plus d'informations, le gène W1, c'est un gène qui code pour un cofacteur de transcription essentiel au développement rénal et gonadique. Le KTS, c'est quoi exactement? C'est lysine, thréonine, sérine. C'est une séquence de 3 acides aminés. Elle peut être présente, donc dite positive, ou bien absente, dite négative. Ça vient d'un épissage alternatif de WT1. Pourquoi ça compte? Parce que les deux isoformes ont des fonctions différentes. KTS négatif moins fonction principale, c'est le facteur de transcription classique et régule directement l'expression des gènes. KTS positif, rôle plutôt dans la maturation de la reine, plus régulation post-transcriptionnelle. L'équilibre KTS positif, KTS négatif est critique. C'est une mini-séquence qui change complètement la fonction de WT1. Le problème n'est pas juste la mutation, mais le déséquilibre entre les deux isoformes clés. Ce qui se passe en pathologie, certaines mutations, notamment splice site intron 9, il y aura un déséquilibre de ce ratio, souvent une diminution de KTS positif. Le résultat, c'est des anomalies du développement gonadique plus atteinte rénale. Les conséquences cliniques sont importantes avec un risque de gonadoblastome, surtout si dysplasie gonadique et cardiotype XY. Les syndromes associés, on a Frazier syndrome néphrotique lentement progressive et des anomalies sexuelles, le risque tumoral est élevé. Pourquoi c'est crucial en pratique? Parce que si mutation WT1 détectée, il faudra une surveillance oncologique obligatoire avec une réflexion sur gonadectomie prophylactique selon les cas. Et bien sûr, il y aura un impact sur la prise en charge globale. On est arrivé à la fin. Je vous remercie pour votre attention.